raconter l'histoire de la prison de Guingamp de 1841 à aujourd'hui en une demi-heure, c'est impossible. C'est une mission totalement impossible. Parce que raconter le passage de l'ombre à la lumière de ce bâtiment, c'est évoquer tellement de choses, tellement d'aspects, que ça va m'être un peu difficile. Donc je vais essayer de m'imposer une rapidité par diapo. En remerciant au passage dans la salle mes étudiants de M2 qui sont présents et qui réalisent aussi des captations et des entretiens, accompagnés de Michael Sauvage, donc, qui est là, qui est le technicien ingénieur audiovisuel de l'INSEAC et qui va capter l'ensemble de la journée et une partie de l'après-midi en audio toute la journée et en vidéo aussi l'après-midi, et qui réalise des entretiens. Nous réaliserons avec lui un podcast sur la chaîne YouTube de l'INSEAC, qui sera diffusé, évidemment, Vincent et les collègues vous feront savoir, vous feront connaître. Voilà. Alors on démarre cette longue histoire. Alors c'est assez facile parce que ce matin, il y a eu des interventions qui ont permis pour moi de donner le contexte de l'arrivée de cette prison dans le paysage carcéral et de France et du département. Donc du coup, il y a des choses sur lesquelles je vais passer très très vite. Mais moi, comme professeur relais aux archives départementales, j'ai eu la chance d'avoir accès très facilement à l'ensemble des documents d'archives qui constituent l'histoire de cette prison, et j'ai pu retrouver des origines de cette prison auprès d'un ingénieur du roi d'Ancien Régime qui avait construit, donc M. Pérou, la prison qui a été évoquée ce matin sur Saint-Brieuc. C'est une des premières influences. Les autres influences de cette prison qu'on dit aujourd'hui modèle, parce que je vais évoquer surtout ce qu'on a fait de cette histoire. On a toujours raconté que la prison de Guingamp était vraiment un modèle. Alors, il faut peut-être l'expliquer un peu plus. C'est un modèle parce qu'elle arrive au moment de la réforme carcérale qui a été présentée ce matin, c'est-à-dire de l'enfermement unicellulaire. Et effectivement, quand elle est ouverte, elle est l'une des premières à appliquer cet enfermement individuel des détenus. C'est ça qui fait d'elle un modèle. Et ensuite, elle est modèle parce qu'elle est toujours là. Elle est toujours sous nos yeux pour raconter cette histoire-là. Et évidemment, ça aide à la mettre un petit peu en évidence. Les influences de sa mise en place sont très nombreuses. Il y en a peut-être deux principales. Celle de Charles Lucas, qui est un avocat briochin, qui est à ce moment-là inspecteur général des prisons, et qui va suivre la construction de la prison de Guingamp comme étant un cas d'école pour lui de l'application de ce qu'il pense être le meilleur modèle, c'est-à-dire le modèle auburnien qui vous a été présenté ce matin, c'est-à-dire un enfermement durant la nuit et une possibilité de travail et de rédemption par le travail et l'activité durant la journée. Elle s'oppose, cette vision des choses, à Alexis de Tocqueville, dont on vous a aussi parlé ce matin, qui est effectivement à ce moment-là, en 1833, au retour des États-Unis d'une mission qui lui a été demandée par le ministère de la Justice, qui lui est plutôt favorable au système donc dit pennsylvanien ou philadelphien d'enfermement complet jour et nuit. C'est Charles Lucas qui l'emportera, parce qu'il est tout simplement en poste, et il va suivre les travaux, les archives ici le prouvent, l'attestent, on a beaucoup d'écrits de Charles Lucas. Il va suivre la construction de la prison quasiment jour après jour pour sa mise en place. L'autre nom clé, et pour moi presque comment dire, affectif, c'est Louis Lorrain. Louis Lorrain, c'est l'architecte départemental dont on ne vous a pas cité le nom ce matin, c'est-à-dire celui qui réalise les plans des différents travaux, tribunaux de l'époque, etc. Et c'est à lui que l'on doit cette architecture très particulière. Alors ceux qui ont le livre et qui circulent, vous l'avez entre les mains, est-ce que vous pouvez nous lire le premier extrait? Ça tombe bien. Hein, puisque vous avez deux flèches, c'est pas trop difficile. Vous êtes Charles Lucas, on vous écoute. J'y vais. J'ai été constamment dominé par l'idée de construire un bon marché. Les galeries de communication sont toutes ouvertes. Si cette disposition est favorable sous le rapport de l'art, elle l'est davantage encore sous celui de l'économie, déclare Louis Lorrain au préfet dans sa lettre du 29 juin 1833. Voilà, donc Louis Lorrain, il va avoir la responsabilité de ce plan. Alors ce plan, c'est vraiment pour moi le document phare de l'histoire de cette prison, parce qu'il va d'abord le retravailler plusieurs fois, avant qu'il soit totalement accepté par le préfet en 1837, et c'est vraiment un plan qui nous dit tout
sur l'histoire de cette prison dans sa mise en place, avec des cellules de répression, des cellules à pistoles, un projet d'hôtel qui n'est pas une chapelle, mais un oratoire au centre de la cour, enfin plein de projets qui ne verront pas le jour pour certains, puis d'autres qui sont des réaffectations d'espaces dits dortoirs en cellules. Enfin, c'est un plan sur lequel on pourrait faire une conférence d'1 h 30, je vous assure, mais je vais passer plus vite que ça. Donc la prison, elle est construite à partir de 1836. Hop, je bloque un peu sur ma diapo, c'est pas grave. Voilà. À partir de 1836, et elle est ouverte en 1841. M. Lozac a fait une erreur ce matin, c'est pas 1840, mais c'est bien en mai 1841 que cette prison ouvre ses portes avec le transfert des prisonniers de la prison des Carmélites. Et Louis Lorrain donc termine son travail là sur cette prison, et on lui doit en fait les choix qui vont amener, là je vous présente un plan historique, c'est-à-dire un plan retravaillé de la prison. On lui doit donc un plan qui sépare donc les détenus selon leurs conditions, prévenus, condamnés, hommes ou femmes, et une mise en place d'espaces, de cours de promenade, qui seront aussi autant de lieux de travaux collectifs pour ces détenus. C'est aussi son architecture qui va permettre plus tard la réaffectation, parce que quand il fait un choix de galerie ouverte, en disant qu'il a utilisé du bois et non pas une galerie fermée, c'est aussi ça qui permettra plus tard de faire de ce lieu autre chose. Si ça avait été d'autres choix, ça n'aurait pas été sans doute possible, mais on verra que tout est possible, notamment avec Jacques Cartier. Mais ça, c'est pas tout à fait mon sujet. Voilà. Donc, de ce plan, on retire énormément d'informations, parce vraiment, son plan est très précis. Voilà. Et on a essayé, avec Jean-François Pommier du CNAM Bretagne, d'aller au plus près de ce qu'a pu être la réalité historique au cœur de cette prison. Donc c'est un plan que vous retrouverez dans ce diaporama qui vous sera diffusé évidemment, hein, puisque Vincent mettra sans doute ça en ligne, ou on enverra si vous souhaitez par lien. Donc cette prison, elle a une longue histoire, et il faut que j'aille évidemment très très vite sur son histoire. Sans doute que quelqu'un corrigera plus tard à l'aide du travaux de nos collègues de ce matin, hein, du centre généalogique, parce que moi j'ai fait un calcul amenant à 36 661 détenus, mais maintenant que tout est en ligne, ce sera beaucoup plus facile à vérifier, parce que j'ai sûrement pu faire des erreurs, mais c'est ça l'histoire, hein, c'est que quelqu'un dira que c'est moi qui me suis trompé. Voilà. Donc une longue histoire de petites peines, de gens qui sont enfermés pour souvent des petites choses, des petits faits, des petites bêtises, voilà. Mais aussi on a des choses plus graves comme celles qui ont été évoquées ce matin, les infanticides et autres, mais quand même dans les courtes peines qui sont là, ce sont souvent des choses à nos yeux aujourd'hui qui pourraient paraître peu importantes et qui vont au passage disparaître avec la question du sursis à la fin du XIXe siècle, qui font que ces peines-là ne seront plus exécutées. Alors, peu d'évasions, il y en a une très célèbre avec notre fameux Basile Alinitchensky, un russe, mais je ne peux pas rentrer dans l'histoire de ce russe parce que là encore, il faudrait 1 h 30, d'accord? Donc il est là, mon Basile. Hein, mon Basile, c'est une édition footballistique pour ceux qui ne l'avaient pas, bien sûr. Ces détenus sont aussi, Alain l'a évoqué ce matin, et les collègues aussi, des gens qui sont là pour des questions de dette, qui sont là pour des questions de désertion, en tout cas de retard sur leur retour en caserne ou sur leur retour de bateau de la marine. Ce sont aussi des enfermements d'enfants pour des demandes paternelles, etc. Donc il n'y a pas de spécificité sur la prison de Guingamp par rapport à d'autres prisons. Hein. Là, vous retrouvez des photos, notamment celles qui sont tirées du fonds Henri Manuel, qui a été chargé par le ministère de la Justice dans les années 1930 de faire beaucoup de photographies dans les prisons françaises. Il n'a malheureusement pas photographié la prison de Guingamp, mais là vous avez quelques exemples qui sont tirés d'autres prisons françaises. Voilà. Une grande particularité aussi de cette prison, c'est sa chapelle, puisque l'ensemble des travaux sont réalisés par les détenus, comme ailleurs. Hein, voilà. Mais là, dans cet espace où 3 cellules ont été associés pour former une chapelle, eh bien un mur est peint par les détenus avec une mise en scène classique au centre que je ne vous décris pas, mais sur les côtés, 2 figures de détenus qui, si pendant longtemps on a pensé à une annonce mariale, grâce à Céline Robert qui travaille aussi dans cette maison, nous avons travaillé sur les actes des apôtres pour trouver qu'en fait c'était pas exactement ça, c'est un Saint-Pierre d'un côté libéré à Jérusalem et de l'autre côté une Jeanne d'Arc. Voilà, des figures de détenus
voilà, qui sont familières de ces personnes, accompagnées sans doute de l'aumônier, donc des représentations qui sont aussi un peu dans leur paysage, parce que le Saint-Pierre, on le retrouve par exemple à Châtellerault, dans l'église de Châtellerault. Bon, je vais vite encore, c'est un élément un petit peu important de la prison aujourd'hui, puisque c'est aussi une salle de cours, et que cette peinture murale, eh bien, tout le monde la voit et tout le monde la questionne. Alors, cette histoire de prison, je vais l'arrêter assez vite, parce que son histoire, comme tu l'as évoqué ce matin, Alain, elle s'arrête d'abord en 1934, mais à partir de 1937 et de 1939, elle donne... ce qui se passe là donne à cette prison un deuxième aspect fondamental. C'est certes une prison dite modèle, mais c'est très vite aussi un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil de réfugiés espagnols qui arrivent en 1937, qui repartent, et d'autres réfugiés qui arrivent en 1939 et qui resteront sur le territoire. Et il y a à Guingamp et dans les alentours quelque chose d'ancré dans un bon nombre de familles sur cet accueil, parce que ces réfugiés de 39 resteront sur le territoire, et donc on retrouve aujourd'hui leurs descendants. Alors cette photographie a été présentée dans un ouvrage dès 2001, dont j'évoquerai tout à l'heure, voilà. Et un petit clin d'œil aux deux instigateurs de cet accueil, le sous-préfet Jean Giraud et l'instituteur célèbre à Guingamp, Georges Voisin, qui ont quelques petits scrupules au départ à installer les réfugiés dans une ancienne prison qui continue à servir simplement pour la gendarmerie, pour des nuits d'instruction ou de garde à vue. Voilà. On salue au passage la conseillère départementale, merci madame, votre présence, chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, Juliana Géraud-Théo. Voilà, donc cet accueil des réfugiés, voilà, c'était un petit clin d'œil pour Arnaud, je ne sais pas s'il est encore là cet après-midi, hop, si ça veut bien passer. Alors, ça ne veut pas passer, hop, j'ai un petit souci. Mon diaporama est bloqué. Voilà, c'est ça. Parce que je voulais nous montrer qu'on puisait aussi dans le fond Louis Guillou, sur cette photo des réfugiés espagnols arrivant à Saint-Brieuc. Voilà. On a beaucoup de documents sur cette présence de réfugiés espagnols dans le département, puisqu'il y a beaucoup de documents qui proviennent notamment des fonds de la préfecture, mais il y a aussi des documents aux archives municipales et ici à la bibliothèque municipale. On a, ce matin, il y avait 2 collègues de Ploua qui vont mener cette année avec Catherine dans le dispositif Retour aux sources un travail plus particulièrement sur cet accueil de réfugiés. Ça donne à la prison donc, de Guingamp ce deuxième aspect, lieu d'accueil. Donc une prison modèle, toujours visible, toujours accessible, et un lieu d'accueil. Le troisième aspect, je regarde ma montre, voilà, c'est un aspect mémoriel. Parce qu'évidemment, comment passer sous silence la liste de ceux qui, à partir de 1942, la prison est rouverte en 1941, sont dans cette prison pour des raisons politiques. Les archives sont très claires et ils donnent leur identité, parfois même les causes de leur enfermement. Voilà. Et donc je n'ai listé là que quelques noms parmi tant d'autres, ceux qui sont pour certains qui me sont chers, comme Maurice Le Tonturier, qui est intervenu dans mes classes quand j'étais enseignant au Collège Racine, etc. Claudine Mazéas, qui est chère à Michael pour les collectes qu'elle a menées tout au long de sa vie du patrimoine breton, etc. Denise Le Gret-Floïc, qui est la première, voilà. Et puis si quelqu'un a le livre entre les mains, qui a le livre entre les mains, ben alors, vous prenez le papier numéro 2, voilà, et vous allez nous lire l'émouvante lettre de Paul Bernard, écrite dans la prison de Guingamp à sa famille avant son exécution. C'est pas facile, mais c'est comme ça. On y va. À ma chère maman bien-aimée, je dois mourir, j'ai du courage. Je te demande de vivre, rien que pour mon cher frère, tu penseras aussi à ma chère amie Valentine, que j'ai vue ce matin pour la dernière fois. À tous mes amis, mes parents, à toi, et surtout à mon petit Tiné. J'adresse mon dernier baiser. Il ne faut pas qu'elle oublie, il faut qu'elle te console. Enfin, je dois mourir, je mourrai en vrai français. Courage, petite mère, je te le demande. Tu n'auras plus le bonheur de me revoir, alors je ne veux pas que Tiné t'oublie. Je sais qu'elle n'aura pas le courage de ne plus penser à toi et à moi. Je sais qu'elle est malheureuse, mais je lui demande d'être heureuse dans la vie
et qu'elle garde toutes mes photos ainsi que les lettres. Tu agrandiras ma photo en couleur, le dernier et le plus beau souvenir de ton fils qui va mourir. Tiné, tu feras peut-être la même chose. Je vous remercie tous qui avez été solidaires dans le malheur. Alors aujourd'hui, 18 mai, verra un fils de France mourir. Sous ce ciel nuageux, je reste quand même courageux. Courage, petite mère, et console-toi. Je sais que c'est dur de perdre un fils si jeune. Que veux-tu? J'avais choisi mon idéal, et ma mort aura peut-être servi à quelque chose. Mon petit Tiné, sois courageuse dans la vie, et choisis un mari pour être heureuse. À mon frère qui ne me reverra plus, à tous mes amis de France, à tous les chers parents, je vous adresse une dernière fois mon adieu solennel et mes plus tendres baisers. Je demande à mes oncles et tantes d'aider ma mère dans le grand malheur qui lui arrive. Je sais qu'ils le feront et je les remercie de tout cœur. Je n'ai jamais été aussi courageux devant le danger. La mort ne me fait pas peur et je saurai mourir. À tous, adieu et que Dieu me pardonne. Ton fils qui va mourir, Paul. Voilà. Impossible de passer sous silence ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr que la prison vit aujourd'hui d'autres choses et c'est très bien, mais c'est un lieu mémoriel, c'est un lieu d'enfermement, donc de résistants, de personnes dites juives avant leur déportation et leur décès pour certains en déportation. Donc c'est un aspect fondamental dont on conserve des traces archivistiques, comme cette lettre, des traces dans les murs, avec les graffitis des prisonniers, qui ont été étudiés par, on a parlé du site Criminocorpus ce matin, par Marc Gruneville et Jean-Lucien Sanchez, et qui vont faire bientôt l'objet d'un travail de Fanny Lalande de l'Université de Lyon 2. Voilà. Cet aspect mémoriel de la prison sera décisif dans les choix qui seront faits un peu plus tard à Guingamp, parce que notamment Claudine Mazéas, que j'ai cité tout à l'heure, eh bien, interviendra pour dire qu'on ne doit pas oublier ce lieu pour cet aspect. Très vite, réouverte en 1941, elle enfermera encore à peu près entre 3000 et 4000 détenus jusqu'en 1952, où elle ferme définitivement. Et puis là, elle connaît une vie un petit peu étrange, puisque le bâtiment du concierge, c'est-à-dire du gardien, que j'ai pas évoqué, il y avait très peu de gardiens, un gardien-chef, un adjoint et sa femme pour l'ensemble des détenus, 70-80 détenus au mieux. Donc le bâtiment du concierge qui est ici, là, en plein milieu, là, va rester habité. D'accord. Sur cette photo aérienne du fond Indrar, ici, on voit encore des gens qui se promènent dans la prison. Elle va servir à d'autres usages très étranges parfois, dépôts de tabac, douche municipale. Il y a encore des gens à Guingamp qui se souviennent d'avoir pris leur douche municipale, leur douche dans ce lieu. Voilà. Dépôt d'archives. Alors je ne suis pas sûr que les archives soient très très fiers de la photographie qui est présentée là, puisque c'était des archives hypothécaires, fiscales, qui ont été, j'ose pas dire archivées, parce que vraiment ce serait pas le mot, d'accord, c'est un défaut. Et donc les archives ont mené une sorte d'inspection du bâtiment dans les années 80 et décidé qu'effectivement leur place n'est pas là-bas, ni dans les combles, ni dans les cellules, mais bien aux archives départementales. Quelques petites photos pour le plaisir. Le chat, là, c'est pour évoquer les squatteurs. Parce que cette prison, elle va très vite être aussi occupée par des personnes de façon libre et spontanée, on va dire. Voilà, et les choses vont aller de mal en pis, puisque sans aucun entretien, la prison, évidemment, va péricliter. Et pourtant, on en parle. Sur France 3 Bretagne, il y a un superbe reportage. Voilà. Alors, je fais de la pub là maintenant pour le site de l'INSEAC, l'établi de l'INSEAC. Vous trouverez ça en lien, puisque accompagnant le livre voulu par la mairie de Guingamp, l'INSEAC a produit un certain nombre d'enrichissements numériques qui sont accessibles gratuitement. Donc si vous tapez établi INSEAC Guingamp, vous tombez sur 42 enrichissements, et je vous assure que ça prolongera ma conférence. J'espère avec un certain plaisir pour vous. Donc des travaux d'historiennes locales aussi, qui sont à citer, comme Janine Grimaud, qui produit des ouvrages en 2001-2002. On en parle, et la DRAC prend des décisions, c'est-à-dire notamment après le rachat par la ville de Guingamp en 1992, c'est-à-dire de classer monument historique en 1997 le lieu. Donc évidemment c'est un moment clé, puisque à partir de ce moment-là, alors que dans Guingamp circulait, et dans les conseils municipaux aussi, circulaient des avis comme quoi il fallait démolir ce lieu,
parce que si la prison a été construite en périphérie au début du 19e, quand on arrive évidemment au début du 20e ou à la fin du 20e pardon, et au début du 21e siècle, on n'est plus en périphérie, hein, on est en plein bourg, hein, en plein centre-ville, pardon. Hein, la prison est à 2 pas de la mairie. Hein, donc voilà. Et donc plus question de parler de destruction, il va falloir en faire quelque chose. Mais regardez l'état de la prison. Cette photo aérienne prise en 2006 vous montre qu'un incendie en 2004 a fait des ravages colossaux dans la partie nord, que les tempêtes de 97, de 99 et autres ont dévasté totalement ce lieu. Il est certes classé, mais que faire? J'ai essayé de ne pas faire de bêtises. Voilà. L'année clé, c'est 2006, où la mairie de Guingamp et la DRAC prennent des premières mesures de sauvegarde du bâti, de mise hors d'eau et hors d'air. Un premier budget est donc voté. Et va apparaître ici un homme clé, Christophe Battard, qui est architecte des monuments historiques dans le département à ce moment-là, qui a en charge donc ses premiers travaux. Mais les coûts sont très élevés. Et on se demande déjà ce qu'on va en faire. Alors il y a plein d'idées. Il y a eu à un moment donné le fait d'en faire une antenne du lycée Pavie, d'en faire un office du tourisme, d'en faire un musée de la prison, enfin tout a circulé. Et puis à la fin de l'année 2011, très précisément, au conseil municipal, avec l'appui du département des Côtes-d'Armor, l'idée c'est d'ouvrir ce lieu à la culture, au monde de la culture, et d'y installer le centre d'art Gwynségal, centre d'art photographique, qui vient d'arriver sur Guingamp en 2010, qui a quitté Ploua, d'où son nom pour les connaisseurs, voilà, et que l'on projette d'installer. Donc il y a là un certain nombre d'élus, dont il faut citer le nom, notamment Annie Le Houerou, avant que ce soit Philippe Le Goff qui reprenne le dossier, voilà, qui vont prendre cette décision donc, de réaffecter et donc de rénover, de transformer ce lieu pour recevoir le centre d'art Gwynségal. L'architecte Christophe Battard va travailler sur un concept simple, puisqu'il y a des cours de promenade. Posons dans ces cours de promenade, celle du bâtiment des femmes, un bloc entier qui sera la salle d'expo, et on réaffecte les cellules, et notamment les cellules de grande taille comme celle de la Pistole, pour les bureaux du centre d'art Gwynségal. Alors là, pour la lecture, par contre, comme je suis déjà à 22 minutes, il y a quelqu'un qui dit « Chouette, j'échappe à la lecture du texte de Christophe Battard, qui vous explique en long, en large et en travers quel choix il a fait, parce que réaffecter un lieu d'enfermement pour en faire un lieu ouvert au public, c'était évidemment pas simple. Du coup, il a en fait dérogé à deux moments au fait que ce soit un monument historique. Il a ouvert un parvis sud, qui permet, comme vous arrivez actuellement dans la prison, d'entrer de façon large et ouverte, alors que l'entrée historique était totalement inadaptée, rue Auguste Pavie. Il a aussi, plus tard, pour l'INSEAC, agrandi en ouvrant les murs d'enceinte pour une salle de cours. Mais pour le reste, c'est du réversible. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que si jamais on changeait d'avis, eh bien, on pourrait enlever toutes les salles qui sont positionnées désormais dans les cours. Voilà. Donc ce texte, vous le lirez dans le détail, avec des choix audacieux qui ont été salués. Voilà. Et démarre donc une longue période de travaux, de 2017 à 2021, parce qu'il va falloir dépasser la période de Gwynségal. Pendant la période de travaux, il se passe des choses. Il y a notamment un parcours sonore qui est financé par la mairie de Guingamp, qui s'appelle donc des mots et des murs, par Julien Simon, Philippe Olivier, Maël Bellec, que les étudiants connaissent bien, et d'autres qui ont créé donc des parcours en binaural. Ça y est, Mickaël va être content, j'ai cité le mot parce que donc c'est quelque chose à écouter avec un casque et qui vous permet une immersion sur des parcours ou fictionnés ou réels de prisonniers dans la prison. Et donc c'est une première forme de médiation qui est mise en place avant qu'en 2019, le centre d'art Gwynségal ouvre ses portes dans une toute petite partie de la prison. Hein. Voilà, donc là vous avez la cérémonie d'ouverture, et puis qui s'en est suivie par une première, première action artistique, puisque c'était Chloé Moglia qui avait été chargée d'inaugurer de façon spectaculaire le centre d'art Gwynségal. Voilà. On retrouve dans les choix de l'architecte ce rinceau
qui est une frise qui parcourt toute la prison, dont on ne connaît pas l'origine, voilà, mais qu'il a utilisée dans les ferronneries, dans les ouvertures de portes et dans les divers dessins qui agrémentent son architecture. Le centre d'art Winsegal occupait aussi l'espace qui est aujourd'hui la salle Avalon pour les étudiants, voilà, puisqu'il n'y avait pas de bâtiment à ce moment-là dans cet espace-là. Et donc ce centre d'intérêt national continue aujourd'hui évidemment son œuvre avec à peu près 30 000 visiteurs d'expos, avec une rotation d'expos tous les 3 mois. Hein, c'est quelque chose de phénoménal. Donc je me suis fait plaisir avec quelques photographies qui montrent tous les âges au travail avec ce centre d'art Winsegal. Autre aspect, la ville de Guingamp est une petite cité de caractère, et donc la prison va bénéficier du soutien, j'ai envie de dire logistique, à des fins parfois touristiques, mais pas que, hein, avec notamment le dessin que vous retrouvez dans l'angle de Damien Cabiron, qui a dessiné une vue cavalière de l'ensemble de la ville, mais aussi des outils de médiation, et j'ai fait passer quelques fascicules que la mairie de Guingamp a produits, voilà, qui racontent donc cette histoire. Et puis bien sûr, il reste encore une étape. Il manque encore un oiseau dans le nid, puisque en 2019 et 2020, une décision nationale est prise d'installer dans le reste de la prison un institut national supérieur d'éducation artistique et culturelle. Vous voyez en bas tous les logos des signataires de la convention, c'est-à-dire que ça couvre 3 ministères, ça couvre toutes les agglomérations du territoire, la ville de Guingamp bien sûr, l'agglomération, le département des Côtes-d'Armor et la région, voilà, et le CNAM, donc Conservatoire national des métiers, pour cette ouverture. Alors, j'ai été choisir deux représentants, mais vous retrouvez ici quelqu'un que vous connaissez comme ministre désormais de l'Éducation nationale, puisque c'est, comment dire, ça y est, j'oublie son nom, ça fait bien, Édouard Geffray, qui était en visite dans la prison, et la photo est prise juste après que votre serviteur lui ait fait la présentation historique du bâtiment. Bâtiment qui aujourd'hui donc est un bâtiment plurifonctionnel, où on retrouve toutes les salles de cours de l'INSEAC, les grandes salles ici, qui sont, celle-ci est jumelle de la salle d'exposition de Winsegal, des espaces qui sont devenus le studio podcast de Michael, voilà. La salle de partage, qui est la salle de restauration de tous, le bâtiment du concierge qui est transformé en locaux de bureaux, tout simplement, hein, et comme à l'étage des galeries, des bureaux pour les chercheurs, les doctorants, les administratifs, les enseignants comme moi. Voilà. Donc l'ensemble désormais de la prison est réaffecté à ces missions d'éducation artistique et culturelle. Voilà. Le budget, 9 millions d'euros, c'est un budget conséquent qui a été porté en grande partie évidemment par l'État et la ville de Guingamp, mais aussi de très nombreux partenaires et tous les partenaires du territoire, que ce soit évidemment l'agglomération, le département ici représenté, ou la région et la Fondation du patrimoine. Voilà. Arrive ensuite l'étape des étudiants, puisque en septembre 21, je regarde ma montre, hein, je vais très vite, les premiers étudiants entrent dans le bâtiment. Les travaux ont été très 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 rapides, hein, entre la décision politique et budgétée en juin 2020. C'est 1 an après, hein, qu'on entre dans les murs. Moi, je suis prof à l'INSEAC à ce moment-là en septembre 2020, mais 1 an après, on a nos premiers étudiants qui sont là. Et une vie donc vraiment un petit peu étrange parfois, parce qu'on est au cœur parfois d'un tourbillon d'actions, d'activités, voilà, comme ici une représentation théâtrale, de regard de la presse nationale. Et je crois que ça continue aujourd'hui, pas toujours pour des bonnes raisons, mais c'est une autre histoire, voilà, avec des articles ici du Monde, du Journal des Arts, qui s'intéressent énormément à notre parcours, voilà. Donc pour le plaisir, quelques représentations d'élèves, des spécialistes comme Jean-Christophe Castelin, dont je me souviendrai toujours, qui rentre dans la cour en disant « mais que c'est beau !» Un spécialiste de l'histoire de l'art, c'est assez brillant de l'entendre. C'était pareil pour Jean-Yves Le Drian il y a quelques mois encore, dans l'ensemble des visiteurs de la prison, sa remarque sur ce lieu qu'il ne connaissait pas, lui pourtant breton, hein, était du même ordre. Voilà, donc énormément d'actions, mais une autre question.
comment réaliser des médiations? Que faire? Est-ce qu'il faut mettre de l'affichage? Est-ce qu'il faut des placards? Est-ce qu'il faut du multimédia? Voilà. La mairie de Guingamp est actuellement encore en train de réfléchir à des affichages. Il y a un affichage de kakémono que tu avais évoqué ce matin rapidement là, sur le mur d'enceinte extérieure, mais à l'intérieur, pas de médiation. Donc à l'INSEAC, on a proposé des médiations par totem qui sont disposées donc, dans les cellules témoins de la prison pour donner l'essentiel. Et puis donc avec des étudiants, on a travaillé sur un certain nombre de médiations sur lesquelles je vais revenir. Et puis le livre fait partie de ce rôle de médiation, comme les articles qui ont pu être produits notamment avec Criminocorpus, voilà, sur des éléments. Mais pour moi, l'essentiel, c'est quand même ce que les étudiants ont réalisé. Et sur le site de l'Établi, toujours, vous retrouverez ce que des étudiants depuis 2021 ont réalisé en tant qu'activité auprès d'élèves, d'adultes, de personnes empêchées. Voilà, on reviendra sur certains publics. Il y a énormément de médiations qui ont eu lieu et vous aurez le plaisir de les découvrir, qu'elles soient mathématiques, qu'elles soient énigmatiques, voilà, qu'elles soient de type escape game. Celui-là, évidemment, il a beaucoup de succès parce que c'est un peu tendance, voilà, d'aider un évadé, voilà. Bref, no comment, voilà. Ou d'autres actions qui ont pu marquer aussi par des mappings au cœur de la prison. Je regarde 31, je suis désolé, j'essaie de pas trop dépasser. Ce bâtiment est désormais iconique, son rayonnement est national, il apparaît dans les monuments préférés des Français à l'échelle de la Bretagne. Certes, il n'est pas retenu, devancé par un monument dont je ne me rappelle pas le nom, dans le Finistère, mais c'est pas grave, je fais exprès. Hein, voilà. Dans des sondages du Télégramme, c'est pareil, il apparaît comme étant tout de suite sélectionné par les lecteurs. Voilà. Les journées du patrimoine, européennes du patrimoine, c'est énormément de monde. On peut parfois parler de milliers de personnes sur le week-end qui viennent visiter voilà, l'ancienne prison de Guingamp. Les acteurs du territoire aussi qui s'en emparent de façon parfois un peu surprenante quand les pompiers prennent leurs photos de calendrier dans la prison, c'est quand même pas anodin. Voilà. Quand l'En Avant de Guingamp présente cette année son nouveau maillot, alors pour les spécialistes c'est le maillot extérieur, hein, c'est le maillot quotidien. Bref, voilà, c'est pas anodin non plus que les personnes du territoire s'emparent du lieu. Voilà. Je cite Chloé Leprince, la journaliste de France Culture, qui s'y est intéressée, comme elle s'est intéressée aussi à Jacques Cartier, ce sera évoqué peut-être tout à l'heure. Voilà. Donc on s'est posé la question à l'INSEAC d'une enquête pour transformer ces impressions que je vous donne là en données scientifiques. Et donc avec les étudiants, la semaine prochaine, on va commencer à travailler sur cette enquête auprès de tous les publics de la prison pour avoir de l'information. Voilà, je dépasse et du coup, je clique sur mon dernier lien pour vous dire que pour en savoir plus, vous aurez donc de très très nombreux liens et j'espère des plaisirs de lecture et d'écoute, parce que dans les enrichissements du livre, je vous assure qu'il y a vraiment des pépites, tant dans les entretiens que dans les zooms que l'on a fait sur les relations entre la prison et le chant en Bretagne. Enfin, je cite cet exemple-là pour terminer par une note musicale. Merci pour votre attention.